Ma femme a ignoré mes messages toute la journée. À 23 heures, elle est enfin rentrée à la maison avec un sourire narquois. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai eu une aventure d'un soir avec mon patron et je le referai. J'ai juste hoché la tête et j'ai fini mon repas en silence. Le lendemain matin, elle n'en a pas cru ses yeux. 67 ans sur cette terre, et la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite fut d'apprendre à être patient. Je m'appelle Jonathan McCarthy. J'ai vécu dans une coloniale de couleur crème sur Bearwoodland à Neighborville, Illinois. Un beau quartier, de bonnes écoles, même si nos enfants étaient grands depuis longtemps. Le genre de rue où les voisins vous saluent depuis leur allée, sans vraiment y penser. J'avais une femme, Paula. Une entreprise, une vie qui, de l'extérieur, semblait enviable. Ce n'était pas le cas. Bienvenue à la vraie vengeance de papa. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ça ici. Un mardi soir d'octobre, à exactement 23h04, ma femme a franchi la porte d'entrée, sentant le mini-bar d'hôtel, m'a regardé droit dans les yeux, de l'autre côté de la table de la cuisine, et a souri comme si elle venait de gagner quelque chose. Je finissais un bol de soupe au poulet maison, préparé par mes soins. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, Jonathan, a-t-elle dit, non pas demandé. Dit, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété dans la voiture. J'ai posé ma cuillère, les regardé. Je suppose que ce n'était pas bon, puisque tu as ignoré mes appels depuis 9 heures ce matin. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Ce sourire, mon Dieu, je peux encore le voir s'étendre sur son visage comme une fissure dans du béton sec. J'ai eu une aventure d'un soir avec Craig, elle a marqué une pause pour les faits, mon patron. Et honnêtement, je le referai. L'horloge de la cuisine a tic-tac. Le réfrigérateur a ronronné. Dehors, le chien de quelqu'un a aboyé 2 fois et s'est tu. J'ai repris ma cuillère. La soupe refroidie, ai-je dit. Voici ce que Paula attendait, des larmes, peut-être. Des cris, certainement. Des assiettes lancées, des portes claquées, une grande implosion théâtrale qui lui confirmerait qu'elle avait encore le pouvoir de me démolir. Qu'après 31 ans de mariage, elle pouvait encore atteindre ma poitrine esserrée. Voici ce qu'elle a obtenu, un homme de 67 ans finissant sa soupe. Elle ne le savait pas encore, mais j'avais cessé d'être l'homme qu'elle attendait il y a environ 6 mois. C'est tout, a-t-elle dit. Sa voix avait maintenant une certaine aigreur. Pas de culpabilité, pas même de défi. De la déception, comme si j'étais parti d'un film avant la grande scène. Je viens de te dire que j'ai couché avec Craig Hendricks, et tu. Tu manges de la soupe. C'est une bonne soupe, ai-je dit. Elle m'a regardé un long moment, puis a fait un bruit, à moitié rire, à moitié dégoût, et est montée. Je suis resté là encore 20 minutes, j'ai fini la soupe, lavé le bol, séché, rangé dans le placard. Puis je suis allé au garage, me suis assis dans mon Ford F-150 de 2019, et je me suis accordé exactement 4 minutes pour ressentir tout ce que je n'allais pas ressentir devant elle. 4 minutes. Ensuite, ce n'était plus que de la logistique. Laissez-moi vous parler de Craig Hendry. Craig avait 51 ans, récemment divorcé, et le genre d'homme qui portait des blazers ajustés le Casual Friday et appelait tout le monde chef. Il avait embauché Paula il y a 8 ans comme directrice des opérations chez Hendricks Logistique, une entreprise de courtage de fret de taille moyenne à Lial, à environ 12 minutes de chez nous. Elle avait grimpé vite. Elle était douée dans son travail, je lui accorde ça. Aiguë, organisée, le genre de personne qui pouvait vous sourire tout en catégorisant mentalement vos faiblesses. J'avais toujours admiré cela chez elle. J'aurais dû plutôt le craindre. Ils avaient déjà eu une liaison, j'en étais presque certain. Pas cette version exacte, pas avec la confession dramatique à la porte de la cuisine, mais quelque chose n'allait pas depuis au moins 2 ans, les nuits tardives qui ne correspondaient pas aux feuilles de temps, le nouveau rire qu'elle avait, plus léger, plus joué. Qu'elle n'utilisait qu'au téléphone. La façon dont elle avait cessé de demander comment s'était passée ma journée, comme elle le faisait avant, et avait commencé à me donner ce genre de silence spécifique, qui n'est pas la paix, mais l'absence. Mais voici la chose, quand on a 67 ans, et qu'on a construit une vie avec quelqu'un pendant 3 décennies, on ne se précipite pas. On catalogue.
On s'assure que j'ai pris mes précautions. Mon entreprise s'appelait McCarthy & Associates Property Management. Nous l'avions démarré ensemble en 2003. Moi avec mon expérience en construction, Paula avec son cerveau d'opération. Nous gérions des propriétés résidentielles à travers le comté de DuPage. À notre apogée, nous avions 42 unités sous contrat et une réputation assez solide pour que les références viennent sans même les demander. Sur le papier, c'était à parts égales la nôtre. Le mot-clé étant sur le papier. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle était allée travailler pour Craig il y a 8 ans. Même avec sa participation dans McCarthy & Associates juste là, elle avait dit que sa compagnie était plus grande, qu'elle ne voulait pas passer le reste de sa vie dans la gestion immobilière. Elle voulait essayer quelque chose de nouveau. J'ai respecté cela. J'ai confié ses responsabilités quotidiennes à un gérant. Je lui ai dit d'aller construire quelque chose pour elle-même. Il s'avère qu'elle l'a fait, mais pas ce que j'avais en tête. Je ne le comprenais pas vraiment à l'époque, mais je le comprends maintenant. Ce que Paula ne savait pas, ce que j'avais veillé à ce qu'elle ne sache pas, c'est qu'il y a 14 mois, j'avais rencontré notre avocate, une femme intelligente et heureusement discrète nommée Christine Knight, dans son bureau de Washington Street, au centre-ville de Neighborville. Et j'avais commencé une restructuration silencieuse, minutieuse et entièrement légale de McCarthy Associates. Cela a commencé par une conversation que j'avais eue avec mon plus vieil ami, Dave Kowalski. Dave et moi nous connaissions depuis longtemps. Nous avions travaillé ensemble dans la construction quand nous avions 30 ans, nous avions traversé suffisamment d'hivers à Chicago pour avoir le droit de nous dire ce que nous voulions. Nous nous étions rencontrés pour le déjeuner au Keighley's Pub un mercredi d'août, l'année précédant tout cela, et je lui avais dit ce que je soupçonnais. « Tu penses qu'elle te trompe ?» avait demandé Dave, la bouche pleine d'un sandwich ruban, complètement imperturbable. « Je pense qu'elle est ailleurs depuis longtemps », avais-je dit. « Je ne sais pas si c'est une personne, pour l'instant. » « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'avais remué mon café, regardé par la fenêtre la foule du déjeuner sur Jefferson Avenue. Tous ces gens qui bougent vite comme s'ils avaient un endroit où aller. « Je vais m'assurer, dis-je. Et ensuite, je vais m'assurer que quand je partirai, si je pars, je partirai proprement. » Dave avait posé son sandwich, m'avait regardé sérieusement, peut-être pour la première fois en 30 ans. « Jonathan, depuis combien de temps y penses-tu » ? Assez longtemps, dis-je, pour ne plus être émotionnel à ce sujet. Il ne savait pas alors ce que je voulais dire. Il le saurait plus tard. En octobre, la nuit de la soupe, voici ce qui était vrai. McCarthy et associés avaient été discrètement et méthodiquement réorganisés au cours des 6 mois précédents. Mon nom restait sur les documents publics, le site web, l'entête, mais l'entité opérationnelle, celle qui détenait les contrats, les relations clients, le mécanisme réel de l'entreprise, avait été restructuré sous une nouvelle LLC, que Christine m'avait aidé à établir avec le genre de précision. La précision qui ne laisse pas de traces. Paula était toujours listée comme copropriétaire de l'enveloppe originale. L'enveloppe originale avait 3 clients, un entrepôt rempli de vieilles boîtes d'archives et un compte courant avec $400. La nouvelle entité avait tout le reste. Elle avait été copropriétaire d'un fantôme pendant 6 mois et rentrait à la maison chaque soir, sans en savoir plus. Maintenant, je tiens à être clair. Je ne suis pas un homme vindicatif par nature. J'étais le fils d'un charpentier de Juliette qui a épousé sa petite amie de collège et a travaillé assez dur pour construire quelque chose de réel. Je croyais en l'équité. Je payais mes impôts. Je tenais les portes. Je faisais de la soupe au poulet maison le mardi. Mais j'avais aussi vu mon père se faire éviscérer dans un divorce qui ne lui avait laissé que son camion et sa dignité. Et le seul conseil de mon père, délivré sur un parking devant un tribunal, était le suivant: « Jonathan, quand ce sera fini, assure-toi d'être celui qui a décidé quand. » Je n'avais jamais oublié cela. Le compte courant joint, notre compte familial, celui que Paula utilisait pour les courses et ses manucures bi-hebdomadaires au Luxe Nail Bar sur la route 59, avait, le lundi matin précédant sa confession, un solde de 14 cents. J'avais tout transféré sur un compte séparé à mon seul nom, dans une autre banque, le vendredi après-midi précédent. Méthodique, sans hâte, comme un homme payant une facture d'électricité. Les 1400, je les avais laissés exprès. Appelez cela un sens de l'humour. Les économies, les vraies économies, les 31 années de décisions composées et de sacrifices disciplinaires, avaient été transférées par incrément sur 4 mois, soigneusement,
en des montants qui ne déclenchaient pas de drapeaux automatiques. Christine m'avait conseillé sur la structure. Tout ce que j'ai fait était légal. Tout ce que j'ai fait était documenté. Tout ce que j'ai fait était recevable en cours, ce qui est la seule norme qui compte quand on a 67 ans et qu'on a décidé d'arrêter d'attendre. Je suis retourné à l'intérieur du garage à 23h41. La maison était silencieuse. Les lumières à l'étage étaient éteintes. Paula était allée dormir, vraiment allée dormir, avec la confiance insouciante d'une femme qui croyait que demain ressemblerait à aujourd'hui. Je suis resté dans la cuisine un instant, j'ai regardé les armoires de couleur crème, le carrelage de métro pour lequel nous nous étions disputés pendant 3 semaines en 2015, le petit crochet près de la porte arrière où j'avais accroché mes clés chaque soir pendant 19 ans. Puis je suis allé au placard du couloir et j'en ai sorti 3 sacs que j'avais préparés 4 jours plus tôt. Mes vêtements, mes documents, chaque original, chaque dossier, tout ce qui portait mon nom, et enveloppé avec soin dans 2 couches de couverture de déménagement, le portrait de ma mère, une petite peinture à l'huile de Mary McCarthy, réalisée en 1974 par un artiste local de Joliet. La seule chose vraiment irremplaçable dans la maison. Elle venait avec moi. Elle le ferait toujours. J'ai chargé les sacs dans le camion en 3 allers-retours silencieux. À minuit 17, mercredi matin, je suis sorti de l'allée de Bear Woodland pour la dernière fois. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas appelé. Je n'en avais pas besoin. Elle m'avait donné tout ce dont j'avais besoin à la porte de la cuisine. Et quand Paula McCarthy se réveillerait à 7h30 le lendemain matin, descendrait s'attendant à du café au lit, et trouverait à la place une maison vide, un compte vide, et une entreprise qu'elle pensait posséder en copropriété, qui ne valait que $400. Elle allait rire. Je comptais là-dessus, car les gens qui rient les premiers sont toujours ceux qui n'ont pas encore tout vérifié. Il y a un genre de silence particulier qui remplit une maison quand la personne qui en a bâti la moitié est partie. Pas un silence paisible. Je veux dire le genre de silence qui a du poids, qui presse contre les murs et rend chaque chose familière légèrement étrange, comme des meubles déplacés de quelques centimètres dans la nuit. Paula a trouvé ce silence à 7h31 un mercredi d'octobre. Je connais l'heure exacte parce que Dave Kowalski était garé dans une rue voisine dans son Silverado, sirotant un café de station-service et observant l'avant de la maison sur Bear Woodland à ma demande, et il m'a envoyé un SMS à 7h31. Les lumières se sont allumées à l'étage. J'étais déjà à 40 minutes de là, assis dans un coin d'un Denny's près de LI 88, près d'Aurora, mangeant des œufs sans les goûter, regardant mon téléphone comme si c'était un détonateur. Je tiens à être clair sur quelque chose. Je n'ai pas apprécié cela. Pas comme les gens imaginent qu'on apprécie la vengeance. Toute la chaleur et la satisfaction. Ce que j'ai ressenti ce matin-là était plus proche de la sensation après une opération. Soulagé que ce soit fait. Épuisé par ce que cela avait coûté, tranquillement certain que c'était nécessaire. Dave a envoyé un autre SMS à 7h44. Elle vient d'ouvrir la porte d'entrée, a regardé dans la rue, et rentrer. Puis, à 7h52, elle est au téléphone, faisant les 100 pas devant la fenêtre de la cuisine. Tu veux que je reste? J'ai tapé. Attends encore 1 heure. Il a envoyé un emoji tasse de café. Dave communique principalement par emoji quand il essaie de ne pas éditorialiser. C'est sa version de la diplomatie. L'appel est arrivé à 8h09. J'ai laissé sonner 4 fois. Non pas pour faire du théâtre, juste parce que je mâchais mon toast et que je croyais à l'achèvement de ce que j'avais commencé. Jonathan. Sa voix était maîtrisée. Prudente. La voix qu'elle utilisait lors des réunions d'affaires quand quelque chose avait mal tourné et qu'elle devait paraître comme si ce n'était pas le cas. Où es-tu? Bonjour, Paula. Ne perdez pas de temps. Où sont tes affaires avec moi? Silence, puis. Et je veux lui rendre hommage, car elle n'était rien si ce n'était composé. D'accord. D'accord. Alors, tu avais besoin d'espace. Je comprends que ce que j'ai dit hier soir était cruel. Et Paula, je pense que nous devrions en parler comme des adultes, parce que 31 ans, ça ne. Paula. Elle s'est arrêtée. Vérifie le compte bancaire, dis-je. Ensuite, rappelle-moi. J'ai raccroché. Je suis retourné à mon toast. Elle n'a pas rappelé dans les 5 minutes. Elle n'a pas rappelé dans les 10 minutes.
Je savais ce qu'elle faisait. Elle était assise à l'îlot de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, se connectant au compte joint, voyant le 0, se disant qu'il y avait une erreur, appelant la ligne automatisée de la banque, entrant le numéro de compte à nouveau, attendant, rafraîchissant. Regardant 400 $ devenir l'image complète. Non, attendez. C'était le compte professionnel. Dave m'a envoyé un SMS à 8h24. Elle vient de monter dans sa voiture. J'ai envoyé un SMS à Christine Knight. Christine a répondu en moins d'1 minute. J'attendais ton SMS. Tout est en ordre. Appelle-moi après 10 heures. Christine Knight avait 54 ans, avait fait Yellow, et avait l'énergie d'une femme qui avait vu toutes les variétés de folie humaine et avait depuis longtemps cessé d'être surprise par quoi que ce soit. Elle avait géré ma restructuration avec l'efficacité d'un horloger suisse et la discrétion d'un prêtre. Je lui faisais entièrement confiance, ce que je pouvais dire de très peu de personnes et d'aucune institution. Elle m'avait prévenu en septembre que la fenêtre entre la découverte de la situation par Paula et le fait que Paula engage un avocat serait courte. Elle est intelligente, avait dit Christine, en lisant les documents que je lui avais apportés. À quel point intelligente? Assez intelligente pour avouer pour prendre les devants, avais-je dit. Elle pensait que si elle me le disait en premier, elle contrôlerait le récit. Christine m'avait regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Ça a marché? Elle m'a dit hier soir. J'avais déjà déménagé les comptes vendredi dernier. Christine avait souri. Petit, professionnel, sincèrement impressionné. Jonathan, vous continuez d'être mon client préféré. Je ne lui ai pas dit qu'elle était en compétition avec ma soupe au poulet pour le titre. Paula a conduit au bureau d'un avocat spécialisé en droit de la famille, je découvrirai plus tard, Gerald Fitch, sur Ogden Avenue à Downers Grove. Gerald Fitch avait une note de 3 étoiles sur Google, un site web qui semblait avoir été construit en 2011, et une réputation de bagarreur, le genre d'avocat qui compensait en agressivité ce qu'il manquait en élégance. Elle l'avait trouvé rapidement, je lui accorderai cela. Elle était dans son bureau à 9h15. Je le sais parce que ma fille, Renée, vit à Evanston et avait été de mon côté depuis que je l'avais discrètement briefé 3 semaines auparavant. Elle a aperçu la cura de Paula sur le parking en passant, en allant au travail. Renée m'a envoyé une photo et 4 mots, « Papa, elle a bougé vite ». J'ai répondu, moi aussi. Ce que Gerald Fitch allait découvrir en commençant à consulter les dossiers, c'est qu'il ne restait pas grand-chose à se disputer de la manière dont elle l'imaginait. La maison sur Bearwood Lane était à nos deux noms, oui, c'était la seule carte qu'elle détenait. Mais McCarthy Associates, le vrai McCarthy Associates, celui avec les 41 contrats de gestion immobilière actifs, les comptes d'exploitation, l'équipement, les relations clients construites sur 20 ans. Cette entité n'avait pas le nom de Paula. Elle n'avait jamais eu le nom de Paula. La LLC originale dont elle était copropriétaire était toujours là, impeccable, intacte. 400 $ et un entrepôt sur Nappé Boulevard contenant 11 ans de dossiers papier archivés et une machine à café Keurig cassée. J'avais aussi laissé la Keurig exprès. Je ne suis pas un monstre. Christine m'a appelé à 10h03. Elle a retenu Gerald Fitch, a dit Christine sans préambule. J'ai entendu dire qu'il allait s'attaquer d'abord à l'entreprise. C'est là qu'il pensera que la valeur se trouve. Et quand il cherchera, il trouvera exactement ce que nous lui avons laissé trouver. Je pouvais entendre la légère satisfaction dans sa voix. La LLC originale est propre, correctement documentée, et vaut environ 414 $ ce matin. Les 1400 sont une belle touche, d'ailleurs. Je le pensais, dis-je. Christine a marqué une pause. Il va également plaider la dissipation d'actifs matrimoniaux. Il prétendra que vous avez déplacé de l'argent pour la priver. Peut-il prouver la dissipation? Il peut le plaider. Quant à savoir s'il peut le prouver, c'est une autre affaire. Nous avons documenté chaque transfert. Chacun a un objectif commercial légitime. La restructuration était une décision commerciale prise il y a 14 mois, bien avant toute action en justice. Votre trace écrite est, elle a marqué une pause comme pour choisir le mot avec soin, conservatrice. J'étais charpentier, ai-je dit. Nous mesurons 2 fois. Je suis retourné à Nipville à midi, pas à Bearwood Lane. J'avais pris une chambre dans un extended stay sur Deal Road. Rien de chic, le genre d'endroit avec des murs fins et une cafetière boulonnée au comptoir.
Chambre 114. J'avais payé un mois à l'avance en espèces. Dave m'a retrouvé là pour le déjeuner. Il a apporté des sandwichs de Portillo's, du bœuf italien trempé comme Dieu l'a voulu, et s'est assis sur le bord de mon lit pendant que je mangeais au petit bureau près de la fenêtre. Elle a appelé sa sœur, a dit Dave. Comment tu sais ça? Il a haussé les épaules. Brenda l'a dit à Mike. Mike l'a dit à Carol. Carol m'a appelé ce matin pour me demander si je savais où tu étais. Il a déballé son sandwich. Petite ville. C'est une ville de 150 000 habitants et pourtant. Il a pris une bouchée. Carol dit que Paula raconte aux gens que tu as eu une sorte de crise, que tu es parti dans la nuit sans prévenir, et qu'elle s'inquiète pour toi. J'ai réfléchi. Elle gère l'histoire, ai-je dit. Oui, elle va me peindre comme instable, erratique, un homme qui a disparu dans la nuit sans provocation. Ça y ressemble. Dave m'a regardé. Ça te va? J'ai bu une longue gorgée d'eau. Devant la fenêtre, un homme de maintenance soufflait des feuilles sur le parking, perdant complètement la bataille contre le vent d'octobre. Est-ce que ça me convenait? J'avais 67 ans. J'avais survécu au divorce de mon père, à une entreprise de construction en récession, à 2 enfants, à une fausse couche dont Paula et moi n'avions jamais vraiment parlé, et à 31 ans d'un mariage qui s'était tranquillement vidé de sa substance comme un arbre qui a l'air bien jusqu'à la tempête. Laisse-la raconter l'histoire, ai-je dit. Les histoires ont des suites. Dave a hoché la tête lentement. Tu as autre chose. Ce n'était pas une question. Dave, dis-je, te souviens-tu, en 2019, je t'avais parlé de la conversation que j'avais eue avec Eddie Marsh. Le sandwich de Dave s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Eddie Marsh était un détective privé semi-retraité qui opérait depuis un bureau au-dessus d'une teinturerie sur Chicago Avenue à Naperville. Dave m'avait référé à lui il y a des années pour une situation de vérification d'antécédents de locataires. Tu as embauché Eddie, dit Dave. Il y a 14 mois, dis-je. La même semaine où j'ai appelé Christine. Dave a posé son sandwich entièrement. Jonathan, qu'est-ce qu'Eddie a trouvé? J'ai cherché dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti une enveloppe manie pliée, les posée sur le bureau entre nous. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je l'avais mémorisé. L'aventure avec Craig Andry n'a pas commencé il y a 2 ans, ai-je dit. Elle a commencé il y a 4 ans et demi. Il y avait aussi des irrégularités financières dans la façon dont Paula gérait le côté opération de notre entreprise. Des paiements à un fournisseur appelé Apex Property Consulting. Des factures qui ne correspondent à aucun service que nous avons réellement reçu. Dave m'a fixé. Combien, a-t-il dit doucement. Sur 4 ans, ai-je dit. 63 000 $, à peu près. Le silence était total dans la pièce. Elle volait votre entreprise, a dit Dave. Elle volait notre entreprise, ai-je dit, ce qui est une distinction importante, car cela signifie qu'elle se volait elle-même aussi. Ce qui vous dit quelque chose sur la confiance qu'elle avait que je ne regarderai jamais. Elle n'avait pas tort d'être confiante. Pendant 4 ans, je n'avais pas regardé. Mais il y a 14 mois, j'avais commencé à regarder, et je ne pouvais plus m'arrêter. Dave est parti à 14 heures. Je suis resté dans la chambre 114 un moment après, regardant le parking, ne pensant à rien et à tout simultanément, comme on le fait quand une décision prise il y a longtemps est enfin irrévocablement en marche. Mon téléphone a vibré à 15h47. Pas Paula, pas Christine. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif de Chicago. J'ai répondu, Monsieur McCarthy, une voix d'homme, professionnelle. Prudente. Mon nom est Tom Greer. Je suis journaliste au service économique du Chicago Tribune. J'ai enquêté sur des irrégularités chez Hendrix Logistique, spécifiquement concernant un système de paiement de fournisseurs impliquant une société Apex Property Consulting. Je crois que vous pourriez connaître ce nom. J'ai regardé par la fenêtre. Le gars à la souffleuse avait complètement abandonné, juste debout dans le vent, tenant sa machine, les feuilles faisant ce qu'elle voulait. Je n'avais pas contacté Tom Greer. Je n'avais contacté personne aux tribunes, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait, et la liste des personnes qui connaissaient Apex Property Consulting était très, très courte. Monsieur McCarthy, a répété Tom Greer. Êtes-vous là? Je suis là, ai-je dit.
J'avais juste besoin d'une seconde, car j'ai soudain compris que le jeu auquel je pensais jouer, prudent, silencieux, contrôlé, avait une pièce sur l'échiquier que je n'avais pas placée. Et d'après mon expérience, les coups les plus dangereux sont toujours ceux que l'on n'a pas fait soi-même. La chose la plus puissante qu'un homme puisse faire dans une pièce pleine de gens s'attendant à ce qu'il s'effondre est de simplement ne pas s'effondrer. J'ai rappelé Tom Greer à 16h15 depuis le parking du long séjour sur Deal Road, debout à côté de mon camion, le vent d'octobre me transperçant la veste comme s'il avait quelque chose à faire. Avant que nous parlions, je dois savoir qui vous a orienté dans ma direction. Je protège mes sources, Monsieur McCarthy. Je ne demande pas un nom. Je demande une catégorie. Était-ce quelqu'un à l'intérieur de Hendrix Logistique? Une pause plus longue. L'information est venue de quelqu'un ayant une connaissance directe de la structure de paiement des fournisseurs. J'ai pensé à la courte liste de personnes qui connaissaient Apex Property Consulting. Moi, Christine, Eddie Marsh, Dave, depuis 4 heures, et une autre personne, Craig Andry. L'homme qui couchait avec ma femme depuis 4 ans et demi avait apparemment décidé que lorsque le navire commencerait à couler, il n'irait pas avec lui. Il avait jeté Paula par-dessus bord en premier et avait appelé le tribune en se dirigeant vers le canot de sauvetage. Il y a un genre de justice spécifique que l'univers délivre, que vous n'auriez pas pu mieux planifier vous-même. J'ai appris à la reconnaître et à m'écarter de son chemin. Monsieur Greer, ai-je dit, je pense que nous devrions nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un café de Washington Street, au centre-ville de Neighborville, à 2 pâtés de maison du bureau de Christine. Tom Greer était plus jeune que sa voix ne le suggérait, peut-être 38 ans. Veste en velours côtelé, les yeux vifs d'un homme qui gagnait sa vie en lisant rapidement les gens. Il avait un enregistreur sur la table avant même que je m'assoie. J'ai apporté des documents. J'ai posé l'enveloppe manie d'Eddie Marsh sur la table. Je voulais qu'il soit consigné que je ne fournis pas ces documents pour des raisons personnelles. Je les fournis parce que 63 000 $ de paiements frauduleux de fournisseurs sont passés par une entreprise portant mon nom, et je n'aurai pas mon nom associé à la fraude. Tom Greer regarda l'enveloppe comme un homme regarde quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. Il l'ouvrit, lut pendant 4 minutes sans parler. Puis il leva les yeux. Votre femme savait-elle que vous aviez ça? Non. Sait-elle que vous êtes ici? Paula ne sait pas où j'étais ces dernières 48 heures. Elle a été un peu occupée à gérer son récit. Il a presque souri, presque. Une dernière question. La restructuration de McCarthy & Associates. Quand cela s'est-il produit? Il y a 14 mois. Documenté, légal, et entièrement sans rapport avec tout cela. Il a hoché la tête lentement, a fermé l'enveloppe et l'a fait glisser sur la table. J'aurai besoin de copies certifiées conformes. Le bureau de Christine Knight les aura prêtes d'ici midi. Il a cligné des yeux. Vous avez déjà appelé votre avocate ce matin. Monsieur Greer, ai-je dit en prenant mon café. J'ai appelé mon avocate il y a 14 mois. J'étais de retour dans la chambre 114 un jeudi matin quand Christine m'a envoyé le lien. Je l'ai lu, assis sur le bord du lit en débardeur, avec un café de station-service qui refroidissait sur la table de nuit. Le titre était mesuré et professionnel, comme le sont souvent les titres du Tribune, mais le contenu n'était pas mesuré du tout. Tom Greer avait bien fait ses devoirs. L'article détaillait intégralement le stratagème d'Apex Property Consulting, facture frauduleuse, virement bancaire, un fournisseur fictif sans employé, sans bureau et sans service rendu. Il nommait Rix Logistique en bonne place. Il nommait Craig Andry par son nom. Et enfoué dans le 4e paragraphe, avec le genre de dévastation décontractée que les bons journalistes déploient comme un scalpel, il nommait le directeur des opérations qui administrait les paiements du côté de McCarthy & Associates, Paula Louise McCarthy, son nom complet. Dans le Chicago Tribune. J'ai lu ce paragraphe 3 fois. Puis j'ai fini mon café, je me suis habillé, et j'ai appelé Dave. Tu l'as vu, a dit Dave avant que je puisse parler. Je l'ai vu. Carole est déjà en train d'envoyer des SMS à tout le monde dans la rue. Brenda a appelé Mike. Mike m'a appelé. Tout le quartier est au courant à 9 heures. Bien. La voix de Dave a baissé d'un cran. Gerald Fitch a abandonné son dossier hier après-midi. Je l'ai appris par la cousine de sa parajuriste. Il a cité des conflits d'intérêts irréconciliables. J'ai réfléchi un instant. Fitch facturait Paula pour me combattre pour l'entreprise.
La même entreprise pour laquelle le Tribune venait de rapporter qu'elle avait volé. La même entreprise qui, il y a 14 mois, avait été discrètement restructurée à son insu. Il ne se battait pas seulement une cause perdue. Il se tenait potentiellement à côté d'une cliente sur le point de faire face à une exposition criminelle. Même un avocat 3 étoiles sait quand s'éloigner. Elle n'a plus d'avocat, plus de compte, plus d'entreprise, et son nom dans le journal. Dave a dit, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? C'est entièrement son problème. Le divorce a été prononcé 11 semaines plus tard, un matin gris de janvier, dans une salle d'audience du comté de DuPage qui sentait le nettoyant pour tapis et le désespoir institutionnel. Paula avait retenu une nouvelle avocate, une jeune femme nommée Helen Cole, qui faisait un travail compétent, mais avait hérité d'une affaire sans rien à plaider. La maison s'est vendue en 30 jours. Après le remboursement du prêt hypothécaire et le partage, Paula est repartie avec 82 000 $ et un entrepôt sur Nappé Boulevard. Elle a gardé la Keurig. J'ai gardé tout le reste. Craig Hendricks a transigé avec les auditeurs internes de Hendricks Logistique, qui avaient apparemment construit leur propre dossier bien avant que Tom Greer ne m'appelle, et a discrètement démissionné en décembre. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il consultait quelque part en Arizona. Bon temps pour un homme fuyant sa réputation. Le procureur du comté de DuPage a ouvert une enquête préliminaire sur les paiements d'Apex Property Consulting en février. Christine m'a dit de ne pas m'attendre à des mouvements rapides. Ces choses prennent du temps, mais le dossier existait. Il portait le nom de Paula, et les dossiers, d'après mon expérience, ont une façon de rester ouverts. Le matin où le divorce a été prononcé, je suis retourné une fois à Bearwoodland, pas à la maison, les nouveaux propriétaires avaient déjà commencé à peindre les volets d'une couleur que je n'aurais pas choisie. Je me suis juste garé au bout de la rue pendant quelques minutes. J'ai observé le quartier faire ce que les quartiers font à 10 heures du matin. Une femme promenant un chien. Un camion UPS effectuant une livraison. Le système d'arrosage de quelqu'un fonctionnant en janvier, ce genre de choses que l'on ne remarque que quand on a le temps de remarquer des choses. J'ai pensé à 31 ans, aux bonnes parties qui existaient, à la cuisine pour laquelle nous nous étions disputés, et aux 2 enfants que nous avions élevés dans cette maison, qui se sont avérés meilleurs que nous ne le méritions. Au portrait de ma mère, qui est maintenant accroché dans mon nouvel appartement sur Eagle Street, au centre-ville de Neighborville. 3e étage, grande fenêtre, personne d'autre que mon nom dessus. Je ne me sentais pas triomphant. Je veux être honnête à ce sujet. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme. La paix particulière d'un homme qui a vu quelque chose arriver, s'est préparé avec tout ce qu'il avait, et n'a pas bronché quand le moment est venu. 67 ans. Toujours debout. J'ai passé la marche avant du camion, je me suis éloigné de Bearwoodland, et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'avais mesuré 2 fois. J'avais fini de couper. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cette sphère.